Bonjour à tous, moi je suis le docteur Jonathan Gava, je suis médecin, psychiatre addictologue dans le service du professeur Lançon et du coup je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur les conduites addictives dans les troubles psychiques, en particulier sur la notion de pathologie duel. Donc voilà, c'est une présentation que j'avais déjà fait pour la quatrième édition des rencontres PACA et on m'a proposé de le refaire pour la chaîne, je suis ravi de pouvoir faire cette présentation aujourd'hui. Alors, au niveau du sommaire, on va introduire déjà ce que c'est que la dictologie, les généralités en addictologie. On va du coup parler de la pathologie duel. Qu'est-ce que c'est qu'une pathologie duel en psychiatrie, en addictologie? On va parler du coup du repérage des patients qui présentent à la fois un trouble de l'usage et un trouble psychiatrique, psychique. On va ensuite pouvoir discuter de la prise en charge des patients et qu'est-ce qu'il faut prioriser chez ces patients. On va bien évidemment du coup parler de la réduction des risques et des dommages en addictologie et en psychiatrie, qui est une notion vraiment primordiale, en tout cas en addictologie. Et je vais un petit peu énumérer les structures d'accompagnement et de soins en addictologie pour enfin conclure. Donc, si on parle un petit peu des addictions et de la généralité, enfin des généralités sur les addictions, donc, il faut savoir que quelle que soit la motivation initiale de l'usage d'un produit ou d'un comportement, parce qu'on parle aussi des addictions comportementales, sa répétition, du coup, elle induit plusieurs choses, à savoir des modifications cérébrales et ce qu'on appelle un conditionnement comportemental. C'est-à-dire qu'il y a une apparition de comportement pour engendrer une récompense et un état de mieux-être chez les patients. Ce conditionnement comportemental, il est de deux types. Il y a un renforcement qui est positif, c'est-à-dire que les patients vont consommer pour se faire plaisir. Il va y avoir donc une gratification avec une activation du circuit de la récompense et par la suite, du coup, une répétition euh, de la consommation pour retrouver l'effet initial euh, de cette consommation. Petit à petit, il va y avoir du coup une majoration des doses pour retrouver l'effet initial. C'est ce qu'on appelle le phénomène de tolérance, c'est-à-dire que les patients vont augmenter euh, les doses, que ce soit d'alcool, de cocaïne, etc., pour retrouver le plaisir qu'ils avaient en consommant la substance. Donc, vraiment une augmentation des consommations pour atteindre un certain niveau de récompense. On a ce qu'on appelle du coup le renforcement négatif, qui lui plutôt est de consommer pour moins souffrir, pour avoir moins mal. C'est-à-dire des patients qui, un peu avisés de se traiter eux-mêmes, hein, c'est vraiment de l'automédication, alors qui n'est pas la bonne, bien évidemment, mais qui consomment du coup ces produits pour apaiser des symptômes, se sentir moins mal, moins souffrir, euh, voilà, avoir un mieux-être. On a du coup par la suite une automatisation du comportement qui s'inscrit du coup dans des routines et tout ça c'est piloté par des émotions, c'est-à-dire qu'une émotion négative, on dit émotion négative, mais en tout cas une émotion comme la tristesse, la colère ressentie par le patient peut du coup initier ou renforcer ce comportement, les consommations de produits et la répétition de ces comportements. Et on a au fur et à mesure du coup une perte de contrôle avec des modifications des capacités motivationnelles du fait des produits ou du comportement si c'est une addiction comportementale, avec un système motivationnel qui lui est altéré et détourné au profit du produit. C'est-à-dire que tout le reste du quotidien, la gestion du quotidien, va être complètement détournée au profit de la consommation, au profit du produit. Et on a au fur et à mesure ce qu'on appelle un attachement au produit qui est plus ou moins intense selon les moments, les situations de vie euh, que vit le patient, enfin, les situations dues à l'environnement et les émotions aussi que peut ressentir le patient. Tout ça, c'est drivé par ce qu'on appelle le craving. Donc le craving, c'est l'envie irrépressible de consommer avec un besoin obsédant, impérieux de consommer le produit ou alors euh, de retourner au comportement, si on parle d'addiction comportementale. Donc les éléments qui interviennent dans le développement d'un trouble de l'usage, ils sont dans trois catégories. Donc il y a les éléments qui sont liés à l'individu lui-même, les éléments qui sont associés à la substance ou au comportement, si on parle d'addiction comportementale, et les éléments qui sont plutôt associés à l'environnement.
Donc les facteurs de risque qui sont liés au sujet, donc il y en a plusieurs. Il y a des facteurs génétiques. Alors on sait que il n'y a pas de gène spécifique à l'addiction, mais on sait qu'il existe un spectre génétique avec des fragilités au niveau génétique qui sont partagées entre les différentes formes d'addiction. Il existe aussi des facteurs psychologiques avec des caractéristiques de personnalité. Si voilà, les personnes sont plus impulsives, potentiellement elles vont avoir tendance à aller plus facilement aux substances, en tout cas à développer, à initier des conduites addictives plus facilement que si elles étaient moins impulsives, et des facteurs neurobiologiques et cognitifs. Et aussi, surtout, très important, donc les facteurs liés au sujet, ce qu'on retrouve aussi beaucoup en addictologie, c'est des comorbidités psychiatriques, avec en priorité des troubles de l'humeur, hein, des dépressions, des troubles bipolaires, des troubles anxieux, avec par exemple le syndrome de stress post-traumatique, des troubles paniques, des troubles anxieux généralisés, etc. Et le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est une comorbidité alors, neurodéveloppementale qui est très présente chez les adultes qui consomment des substances, qui ont des troubles d'usage. C'est des choses qu'on retrouve très facilement chez nos patients, qu'on diagnostique facilement. Et puis voilà, d'autres pathologies, bien sûr, comme la schizophrénie, les troubles de personnalité, etc. Alors, les facteurs de risque liés à l'environnement, donc l'environnement, qu'est-ce que c'est? L'environnement familial, déjà, avec des habitudes de consommation qui sont différentes en fonction des familles, des antécédents de dépendance aussi chez des apparentés familiaux, le fonctionnement intrafamilial et les liens entre les différents membres de la famille, et l'éducation, le cadre familial, la tolérance aussi familiale vis-à-vis des substances. On sait que dans certaines familles, par exemple, c'est plus accepté, entre guillemets, de consommer, que ce soit de l'alcool ou même parfois des substances psychoactives autres, hein, du cannabis. Donc, dans des environnements familiaux de ce type, il y aura plus de risques aussi chez les enfants de développer un trouble de l'usage. Les pères, les amis, bah, bien évidemment, ils ont un rôle dans l'initiation de la consommation, hein, surtout à l'adolescence, jeune adulte, puis également dans le maintien. Donc, si vous avez un environnement avec des amis qui consomment, bien évidemment, vous allez être plus à risque aussi d'initier les consommations et ensuite de tomber dans un trouble de l'usage. Et également la société qui joue un rôle dans les troubles de l'usage, en fonction du niveau socio-économique et d'éducation des patients, s'il y a des ruptures des repères sociaux, l'accessibilité aussi aux produits, qui n'est pas la même hein, en fonction des produits, et bien sûr, on a identifié en tout cas un rôle protecteur de l'insertion sociale, scolaire et professionnelle. C'est-à-dire que chez les personnes qui sont insérées au niveau social, au niveau scolaire, au niveau professionnel, tout ça est un facteur protecteur, en tout cas, qui limite potentiellement le risque de tomber dans un trouble de l'usage, dans une addiction comportementale, par exemple. Donc, les facteurs de risque qui sont liés à l'objet addictif. Donc, il faut savoir que toutes les substances ne sont pas égales. Hein, c'est un profil addictif avec un pouvoir addictogène qui est différent en fonction des produits. Par exemple, la nicotine, l'héroïne, la cocaïne sont des substances qui sont très addictives, qui ont un pouvoir addictogène qui est élevé. 50 à 60% du coup des utilisateurs qui développent un trouble de l'usage, voire une dépendance, alors qu'on a d'autres substances comme l'alcool, le cannabis et les amphétamines, qui sont des substances qui ont un potentiel, en tout cas addictif, qui est moindre, avec environ 10% des utilisateurs, des consommateurs qui développent un trouble de l'usage ou une dépendance. C'est-à-dire que voilà, sur une population qui consomme de l'alcool, imaginons la population française qui consomme de l'alcool régulièrement, 10% de cette population va développer du coup un trouble de l'usage de l'alcool, une dépendance à l'alcool, alors que voilà, chez les consommateurs par exemple de tabac, de nicotine, ceux qui consomment régulièrement du coup des cigarettes, de la nicotine, vont avoir plus de chances, plus de risques de tomber dans une addiction et une dépendance. Les complications, elles sont aussi différentes. Alors parfois, elles se rejoignent hein, en fonction des produits consommés, mais en tout cas, il y a des complications qui sont parfois différentes aussi en fonction des consommations. Par exemple, on peut avoir des risques de troubles psychiatriques avec les consommations de cannabis et de cocaïne, qui peuvent engendrer du coup des
des épisodes délirants, des psychoses, ou l'entrée dans une maladie aussi psychotique comme la schizophrénie. On a aussi des risques de désinsertion sociale qui sont plus ou moins importants en fonction du produit consommé et de la manière aussi de le consommer. Par exemple, les personnes qui consomment de l'héroïne, qui ont une dépendance aux opiacés à l'héroïne, ont un risque très important de désinsertion sociale. Et les injecteurs aussi, les personnes qui s'injectent des drogues, ont aussi plus de risque de se désinsérer au niveau social. Les risques infectieux aussi qui varient en fonction du mode de consommation, bien évidemment. Si les personnes s'injectent les produits, il y a des risques de maladies sexuellement transmissibles, VIH, hépatite, etc. Et puis des risques aussi infectieux au niveau local, avec des abcès, des vénites. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Et puis pareil pour le sniff, le partage de paille, etc. peut aussi engendrer des infections, hépatite, VIH, etc. Donc le statut social de la substance, alors ça c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. En fonction du statut légal ou illégal, eh bien, la consommation, elle va être plus ou moins importante. Par exemple, l'alcool qui a un statut légal, du coup, voilà, la consommation va être facilitée, voire même à une certaine époque mise en avant comme quelque chose de normal, de culturel, etc. Alors que une substance qui est illégale, comme la cocaïne ou l'héroïne, aura un statut, en tout cas par rapport à la société, qui sera différent. Et bien sûr, les représentations qui sont associées à ces produits, la dangerosité, les effets supposés de ces produits, et puis l'acceptabilité au sein de la société. Une société parfois qui accepte plus, entre guillemets, la consommation de certains produits plutôt que d'autres. Le THC, par exemple, où on a une acceptation qui peut être plus facilité en tout cas par rapport à d'autres substances comme la cocaïne, l'héroïne, les catinones de synthèse, etc. Alors, il faut savoir qu'il y a des hypothèses du coup communes aux troubles psychiatriques et aux troubles de l'usage. Ça, c'est des hypothèses, encore une fois, mais en tout cas, elles sont communes, que ça soit à l'émergence de troubles psychiatriques ou à l'émergence de troubles de l'usage. Les premiers, donc, c'est les événements prénataux et postnataux, avec possiblement des infections, inflammations, traumatismes, toxicité, et le statut génétique et ou épigénétique de la personne, avec plus ou moins de vulnérabilité aussi de développer du coup une pathologie psychiatrique ou un trouble de l'usage. Il existe aussi du coup des variabilités qui sont biologiques et neurobiologiques. Et il y a un deuxième événement du coup qui, plutôt à l'adolescence ou jeune adulte, qui sont un peu les mêmes que les événements prénataux, postnataux, avec infection, inflammation, traumatisme, toxicité. C'est souvent à ce moment-là qu'il y a une rencontre aussi avec la substance ou avec le comportement, à l'adolescence, via ses pairs, et aussi le statut du coup épigénétique des personnes. Et tout ça, on a cette hypothèse que du coup le premier événement confère du coup une vulnérabilité à la personne, et le second déclencherait le trouble psychiatrique ou l'addiction. Mais ça, c'est des hypothèses. Encore, il y a des recherches qui se font là-dessus. On a des hypothèses, mais en tout cas, elles seraient communes pour les troubles psychiatriques et les addictions, les troubles de l'usage. Alors, quand on parle d'addiction et de troubles psychiatriques, on a ce qu'on appelle la comorbidité. Donc ça, c'est pas comme la pathologie duelle. Je parlerai de la pathologie duelle juste après, mais la comorbidité ou le double diagnostic, c'est vraiment la co-occurrence chez un même individu d'un trouble de l'usage de substances et d'un trouble psychiatrique. À savoir qu'elle n'implique ni lien de causalité ni la présence des deux troubles au même moment, et que les troubles co-occurrents ont un pronostic et une évaluation qui est plus sévère que celui de chacun des troubles pris indépendamment. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui a une schizophrénie et qui a un trouble d'usage sévère du tabac, là, on a une comorbidité du coup du trouble psychiatrique et du trouble de l'usage. L'un et l'autre, il n'y a pas de lien de causalité, en tout cas direct, entre les deux, c'est-à-dire que ce n'est pas le trouble psychiatrique qui engendre le trouble de l'usage et inversement. Mais par contre, le pronostic des patients
qui ont une schizophrénie et un trouble de l'usage de tabac, il est plus sévère que, par exemple, un patient qui a une schizophrénie et qui n'a pas de trouble de l'usage de tabac. Alors, si on parle maintenant de pathologie duelle, donc la pathologie duelle, c'est un terme qui est assez récent, en tout cas c'est un terme dont on parle beaucoup là actuellement en psychiatrie, en addictologie. C'est un petit peu différent du coup de la comorbidité. Euh, Ça se définit comme ceci, donc les troubles addictifs sont fréquemment associés aux troubles psychiatriques et lorsqu'ils se rencontrent, eh ben, ils peuvent former ce qu'on appelle une pathologie duelle. Alors on estime que du coup c'est une nouvelle pathologie qui émerge du trouble psychiatrique et du trouble de l'usage. Ce n'est pas une simple addiction d'un trouble psychiatrique ou simple, entre guillemets, un trouble psychiatrique et d'un trouble addictif, mais c'est des situations qui sont complexes et avec souvent un retard diagnostique qui est encore plus important que voilà, le diagnostic de pathologie psychiatrique seul ou de troubles de l'usage seul. Les pathologies duelles, un patient qui présente une pathologie duelle, on va avoir beaucoup plus de difficultés à le traiter. Il va y avoir vraiment une diminution de l'efficience des traitements avec un risque de chronicité, un mauvais pronostic. Donc c'est un véritable challenge pour les soignants car souvent il y a aussi une mauvaise observance des traitements. Donc c'est pour ça que c'est toujours très important d'expliquer aux patients les mécanismes de l'un et l'autre, de pourquoi du coup sa pathologie psychiatrique met à mal, quand elle est décompensée, le trouble de l'usage et inversement, c'est des choses qu'il faut vraiment expliquer aux patients parce que si on ne leur explique pas, ils risquent de prendre leur traitement moins bien, en tout cas qu'il y ait une prise de traitement qui soit moins efficiente et du coup un mauvais pronostic chez ces patients. Alors, les trois modèles de la pathologie duelle. Donc là, je reprends des exemples un petit peu qui ont été évoqués dans le guide pratique de la pathologie duelle par des collègues lyonnais, des confrères lyonnais que je remercie. Ils ont fait un guide pratique de la pathologie duelle qui est très bien fait. Donc je me suis permis de prendre des exemples tirés de ce guide pratique. Donc les trois modèles sont les suivants. Donc le trouble psychiatrique peut induire ou accentuer l'addiction. Par exemple, on a des patients qui peuvent dire ma dépression m'a rendu addict à l'alcool. Ma tristesse, mon mal-être a fait que j'ai commencé à consommer de l'alcool et après, j'ai développé une addiction à l'alcool. Dans le deuxième modèle, c'est l'inverse. L'addiction peut induire ou aggraver le trouble psychiatrique avec par exemple des patients qui disent bon, voilà, j'ai commencé à consommer de l'alcool, j'ai développé une addiction à l'alcool et c'est cette addiction qui a engendré des symptômes dépressifs, un épisode dépressif caractérisé. Et dans le troisième modèle, du coup, on a le trouble psychiatrique et l'addiction qui ont des causes communes. Par exemple, bon, j'ai peu confiance en moi, j'ai une estime de moi qui est très basse depuis mon enfance. Du coup, j'ai développé un trouble anxieux et une addiction aux anxiolytiques. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut entendre, les patients peuvent en parler de cette manière-là. Donc, on a vraiment ces trois modèles-là pour la pathologie duelle. Donc, dans certains cas, la conduite addictive peut masquer le trouble psychiatrique et ainsi il peut exister un vrai retard diagnostique de la pathologie duelle. Les usagers, l'entourage, les professionnels de santé ont parfois énormément de difficultés à identifier le trouble psychiatrique tel qu'il se présente classiquement parce qu'il y a des spécificités dans la pathologie duelle, c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui a un trouble bipolaire et qui ne consomme pas de produits, on aura des symptômes qui sont assez typiques en tout cas du trouble bipolaire, alors qu'un patient qui a un trouble bipolaire et qui a en plus de ça un trouble de l'usage sévère, on peut avoir des difficultés à identifier les symptômes parce qu'ils ne sont pas les mêmes, parfois ils sont atténués, donc encore plus de difficultés pour les médecins, pour les soignants d'identifier la pathologie duelle, le trouble psychiatrique. Alors, comment repérer une addiction? Là encore, c'est des choses dont je me suis inspiré du guide pratique de la pathologie duelle de mes collègues lyonnais, parce que vraiment c'est très bien fait. Eh bien, l'addiction, elle est définie au sens le plus large par une perte de contrôle des consommations ou de certains comportements à risque, comme les jeux d'argent et de hasard, le sexe, l'alimentation. Et cette perte de contrôle, elle est
durable déjà, c'est-à-dire qu'elle est observée sur une durée minimale de 12 mois, une durée minimale d'1 an, et problématique, parce que la pratique, eh ben, elle se poursuit malgré du coup les conséquences de cette pratique, à savoir les problèmes financiers, à savoir les problèmes familiaux, les problèmes sociaux, les problèmes professionnels. On a des patients du coup qui s'isolent, qui coupent les liens avec leur famille, leurs amis, parfois qui se séparent aussi de leurs compagnons, de leurs compagnes, qui perdent leur travail et malgré ces conséquences négatives continuent du coup à consommer avec une perte de contrôle du coup sur leur consommation. Là, du coup, c'était un exemple qui était donné. Je souffre d'un trouble bipolaire et je peux consommer beaucoup d'alcool durant mes décompensations maniaques, par exemple, enfin maximum, pardon, 2 fois par an, mais je ne ressens aucune envie de consommer de l'alcool en dehors. Je n'ai pas d'addiction à l'alcool, mais en effet, là, c'est un usage à risque de l'alcool. Donc, dans tous les cas, en cas de doute, si on ne sait pas si c'est un trouble de l'usage sévère, du mésusage, un usage à risque, on peut faire une première évaluation qui peut être réalisée par un questionnaire de dépistage et tous les questionnaires, on peut les retrouver sur le site d'addicted.fr qui est très utile. Alors, quelques données. Ce qu'on sait en tout cas, après c'est des chiffres qui varient à chaque fois un petit peu, mais c'est toujours à peu près, on va dire, les mêmes. En tout cas, environ 50 à 60% des patients qui sont suivis en addictologie souffrent d'un trouble psychiatrique. Et comme du coup je le disais tout à l'heure, en priorité c'est les troubles de l'humeur, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, impulsivité, des troubles anxieux, des troubles de personnalité, etc. On sait aussi qu'il y a plus de 30% des patients qui sont suivis en psychiatrie qui souffrent d'un trouble de l'usage de substances. Là, j'exclus le tabagisme parce qu'avec le tabagisme, du coup, c'est beaucoup plus de patients qui sont suivis en psychiatrie qui ont un trouble de l'usage, mais hors tabagisme, on a plus de 30% des patients qui sont suivis en psychiatrie qui souffrent d'un trouble de l'usage de substances. C'est quand même des chiffres qui sont assez voilà, impressionnants, qui sont conséquents, d'où l'intérêt voilà, de parler de ces troubles de l'usage associés à des pathologies psychiatriques, parce que c'est des choses qu'on rencontre très fréquemment. Et que si on n'identifie pas l'un et l'autre chez le patient, il y a vraiment une perte de chance chez ces patients. Du coup, c'est important de souligner que nos patients en psychiatrie, les 2 causes de mortalité principales chez ces patients, c'est les addictions et les conséquences du coup des consommations de produits, des addictions, et le suicide. Ça, voilà, c'est les 2 causes principales de mortalité chez les patients qu'on suit en psychiatrie. Donc voilà, d'où l'intérêt de prendre en charge vraiment de manière efficiente ces addictions parce qu'on sait que c'est un des facteurs de mortalité principal. On sait que les patients aussi, pour beaucoup, utilisent ces consommations de produits, utilisent les produits comme automédication, c'est-à-dire que quand ils débutent des consommations de produits, la plupart du temps, c'est pour apaiser des symptômes. C'est-à-dire, par exemple, consommer de l'alcool pour limiter du coup ma tristesse de l'humeur, limiter mes angoisses, ou par exemple consommer des stimulants, consommer de la cocaïne chez des patients qui ont un TDAH, du coup pour les aider dans leurs difficultés attentionnelles, de concentration, de gestion du quotidien, limiter la mauvaise gestion émotionnelle, ça c'est des choses qu'on retrouve très fréquemment et que les patients nous verbalisent en consultation. Il faut aussi savoir que du coup les hospitalisations en psychiatrie sont beaucoup plus fréquentes chez les patients qui ont une comorbidité de troubles de l'usage. Il y a beaucoup plus d'hospitalisations en psychiatrie chez des patients qui souffrent de maladies psychiques et qui ont un trouble de l'usage associé par rapport à ceux qui souffrent de pathologies psychiques mais qui n'ont pas d'addiction comorbide. Alors, si on parle un petit peu des populations à risque et des associations comorbides, donc c'est-à-dire d'une part les comorbidités, troubles psychiatriques, addictions et les pathologies duelles également, ça on les retrouve plus fréquemment chez les populations précaires, à savoir du coup les personnes qui sont suivies dans des milieux de soins psychiatriques ou en milieu spécialisé en addictologie, la population carcérale aussi qui est très touchée par les pathologies duelles et par les comorbidités du coup
pathologie psychiatrique, addiction. Les personnes sans domicile fixe aussi sont très touchées par cela. Les populations jeunes avec début précoce de la consommation aussi de produits sont plus à risque de développer des pathologies duelles. Les personnes sans emploi avec un milieu socio-économique bas, certains milieux communautaires et également les travailleurs et les travailleuses du sexe. Donc, les pathologies duelles, on en parle beaucoup, mais ça reste toujours un phénomène qui est sous-évalué. Là, si je reprends du coup l'état des lieux qui avait été fait par le professeur Benyamina, là, c'était l'exemple avec l'héroïne. 25% des personnes qui consomment régulièrement de l'héroïne présenteraient un trouble psychiatrique comorbide dans l'année, et ce taux-là va doubler, voire tripler au niveau de la vie de toute la vie des patients, sur vie entière. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Et dans ces troubles psychiatriques, ce qu'on retrouve majoritairement, du coup, c'est 60% de troubles de l'humeur, 50% de troubles de personnalité, 25 à 35%, 25 à 30 de troubles anxieux, et on retrouve également 25% de TDAH, de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, chez les consommateurs d'héroïne. Si on prend un autre exemple avec le trouble bipolaire, en comparant du coup les patients qui ont un trouble bipolaire et un trouble de l'usage associé versus patients qui présentent un trouble bipolaire mais qui n'ont pas de trouble de l'usage associé, on sait qu'il y a un âge de début des troubles qui est plus précoce sur une moyenne, donc là de 20 ans vs 26 ans chez les patients qui ont du coup l'association trouble bipolaire et trouble de l'usage par rapport aux patients qui présentent un trouble bipolaire mais qui ne présentent pas du coup d'addiction, de troubles de l'usage. Donc vraiment un début plus précoce des troubles. On retrouve chez ces patients une recherche de sensation qui est plus marquée, chez les patients du coup qui ont l'association troubles psychiatriques et puis troubles de l'usage. On retrouve également des symptômes anxieux avec une anxiété qui est plus importante. On retrouve plus d'impulsivité et potentiellement d'agressivité chez ces patients. Il a été montré également que le niveau d'éducation, le niveau socio-économique et le taux d'activité professionnelle était plus faible chez les patients, du coup, pareil, qui ont cette comorbidité de troubles de l'usage, et une errance diagnostique qui est due à des fréquentes erreurs. On a toujours, du coup, 49% à peu près des patients qui sont diagnostiqués dans des centres de soins en addictologie, 42% qui sont diagnostiqués tardivement avec une errance diagnostique d'environ 10 ans. L'erreur se fait surtout entre trouble bipolaire et puis dépression unipolaire. Et on a quand même 7% toujours des patients qui ont une absence totale de diagnostic. Là, actuellement, l'errance diagnostique pour le trouble bipolaire est toujours à peu près à 10 ans, c'est-à-dire qu'il y a environ 10 ans de retard diagnostique chez les patients qui présentent un trouble bipolaire. Alors, comment on suspecte un trouble bipolaire en addictologie? Donc là, c'est des petites idées, mais c'est des choses qu'on retrouve vraiment très fréquemment. Donc, par exemple, si on prend un patient qui n'a pas de diagnostic psychiatrique, mais qui a un trouble d'usage sévère d'alcool. Donc, si on suspecte un trouble bipolaire, on va retrouver souvent des consommations massives et épisodiques d'alcool. Il y aura très souvent des échecs de sevrage, des patients qui vont faire plusieurs fois des sevrages, des cures, post-cures, mais à chaque fois qui vont reconsommer assez rapidement en sortant de ces institutions de soins. On retrouve très fréquemment une forte comorbidité avec d'autres troubles de l'usage, des troubles anxieux, parfois qui sont assez sévères, et le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité impulsivité qui est très fréquemment comorbide chez ces patients. On retrouve également des récurrences dépressives qui sont élevées, donc des dépressions qui sont récurrentes, qui sont résistantes chez ces patients. On retrouve des conduites suicidaires qui sont souvent multiples, avec des passages à l'acte qui sont répétés. On retrouve également très fréquemment une forte impulsivité et des épisodes de désinhibition épisodique. Et dans les antécédents familiaux, ça c'est très important de le rechercher. On retrouve fréquemment du coup des personnes
des apparentés qui ont soit des troubles bipolaires qui sont diagnostiqués. On retrouve aussi parfois des apparentés qui sont décédés par suicide ou des personnes aussi dans la famille qui ont des antécédents d'épisodes dépressifs récurrents, résistants. Et on peut retrouver aussi fréquemment des antécédents de consommation sévère de produits, de troubles d'usage sévères, en particulier l'alcool, mais pas que. Donc voilà, c'est des choses qu'on doit rechercher aussi dans les antécédents familiaux. Si on prend un autre exemple avec le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, impulsivité de l'adulte, qui est quand même un trouble qui est très très présent en addictologie. Hein. Ça concerne entre 20 et 30% de nos patients en addictologie. Eh bien, TDAH France, on nous informe du coup que les personnes qui ont un TDAH ont un risque plus important d'usage abusif de substances à partir de 17 ans. C'est un risque qui est multiplié par 8 par rapport à la population générale. Et en effet, 30 à 50% des adolescents qui abusent de substances présentent un TDAH. Le TDAH est raccourci de délai de première consommation, comme la consommation de tabac qui débute en moyenne 2 ans plus tôt, chez les adolescents du coup qui ont un TDAH par rapport aux adolescents qui n'en ont pas. Et de même, la dépendance tabagique, elle est doublée chez les adultes jeunes qui ont un TDAH. Donc là, par rapport à la population générale, on est à 40% au lieu de 19%. Donc quand même une dépendance qui est doublée. Enfin, le tabagisme est plus important et l'arrêt, il est également plus tardif avec beaucoup plus de difficultés pour les personnes qui ont un TDAH pour arrêter de fumer. Donc, il y a un syndrome de sevrage aussi qui est plus intense chez ces personnes-là. On sait aussi que le risque d'abus de substances, il est 2 à 5 fois plus important chez les patients qui présentent un TDAH que du coup les personnes en population générale. Ça, c'est toutes substances confondues, THC, alcool, cocaïne, opiacés. Mais on parle pas, là, on ne parle pas dans cette partie-là des addictions comportementales, mais elles sont également beaucoup plus présentes chez les patients qui présentent un TDAH. Et la prévalence du TDAH dans la population générale, là actuellement, elle est évaluée à 2 à 5%, alors que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, représente environ 20% chez les usagers de drogue, mais voilà, entre 20 et 30% selon les études, mais en tout cas, voilà, minimum 20% des patients. Alors, la prise en charge du coup de cette pathologie duel, comment on traite cette pathologie duel? Eh ben, c'est pas simple du tout. Il faut faire ça en plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'est vraiment observer ces pratiques addictives. Voilà, c'est ce qu'on dit à tous les patients. Observer ces pratiques addictives et évaluer ces pratiques à l'aide de repères et d'objectifs. On peut par exemple utiliser un agenda de consommation, ça c'est fortement recommandé, sur une durée voilà, dit minimale d'un mois. Après, ça peut dépendre en fonction des patients, mais en tout cas, c'est important d'observer les pratiques et de les évaluer correctement pour voir d'où on se base. Enfin, quel est voilà, si on fait un état des lieux, quelles sont exactement les consommations pendant un mois. Ensuite, il y a 3 paramètres qui sont intéressants à évaluer. Donc, il y a la quantité moyenne par jour, par exemple pour l'alcool, le nombre de verres, cocaïne, le nombre de grammes, etc. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir l'identifier. La fréquence du coup moyenne des consommations par semaine et le budget moyen par mois voilà, qu'utilise le patient du coup pour s'acheter le produit. C'est les patients du coup qui fixent leurs objectifs de consommation et leurs objectifs de rétablissement. Donc, il faut toujours voir avec eux pour fixer la direction de soins et fixer des objectifs clairs à chaque fois. C'est-à-dire vraiment progressivement avoir un planning de rétablissement avec une direction qui est assez claire, qui peut bouger au fur et à mesure de la prise en charge, mais il faut se baser quand même sur des choses assez nettes, claires pour voir s'il y a des améliorations ou au contraire si c'est plus difficile. Les objectifs sont bien évidemment propres à chacun et ils peuvent varier en fonction des patients. Bien évidemment, même si l'abstinence est fortement recommandée dans la pathologie duel, il existe d'autres objectifs qui permettent de regagner une bonne qualité de vie. Donc,
bien évidemment qu'on va parler de l'abstinence totale avec les patients, c'est quelque chose qu'on va viser, mais voilà, au fur et à mesure, on peut aussi, grâce à la réduction des risques, grâce à la diminution des consommations, euh, permettre aux patients de retrouver quand même une bonne qualité de vie. Il faut du coup travailler sur la motivation des patients, ça c'est très important, les revaloriser parce que c'est des patients, voilà, quand il y a une reprise des consommations, ont tendance voilà, à culpabiliser, à se dévaloriser. Donc c'est très important de les remotiver, de les valoriser, de leur dire que ça fait partie aussi euh, du rétablissement, que c'est un chemin qui est long et que c'est pas parce qu'il y a une reprise des consommations que du coup on retourne à la case départ euh, et voilà, c'est comme si le travail n'avait abouti à rien, qu'il n'avait pas été fait. Il faut analyser qu'est-ce qui a fait que les patients ont reconsommé, essayer d'analyser voilà, les éléments, l'environnement, les émotions qui ont facilité, on va dire, la reprise des consommations, tout en voilà, les revalorisant et leur dire que ça fait partie des soins du rétablissement et que ça s'améliorera au fur et à mesure. Donc là, c'est un exemple aussi que j'ai trouvé très très bien fait du guide pratique de la pathologie duelle de mes collègues. Donc je l'ai repris, mais ça, voilà, c'est très très imagé, c'est très bien, moi je trouve, pour expliquer un petit peu voilà, cette prise en charge de la pathologie duelle. Là, on a l'exemple du coup d'un patient qui présente un trouble d'usage à la cocaïne et un syndrome de stress post-traumatique après un accident de voiture. Donc on a à chaque fois donc l'addiction à la cocaïne, le syndrome de stress post-traumatique et puis des objectifs initiaux, intermédiaires et idéal pour chacune de ces deux pathologies. Pour l'objectif initial du coup de l'addiction à la cocaïne, donc on peut très bien dire ben voilà, je limite ma consommation à 1 gramme par semaine, ça c'est voilà un premier objectif. Et du coup pour le syndrome de stress post-traumatique, je débute un suivi psychothérapeutique pour m'aider à traiter du coup ces symptômes de stress post-traumatique, cette hypervigilance, ces symptômes anxieux qui m'handicapent tous les jours. Donc ça peut être voilà, deux objectifs initiaux pour, à savoir l'addiction et le trouble anxieux. L'objectif intermédiaire, ça peut par exemple être je ne consomme plus seul euh, pour l'addiction à la cocaïne et pour le syndrome de stress post-traumatique, par exemple, eh ben, je remonte dans une voiture en tant que passager, progressivement à chaque fois. Et une fois que ces objectifs intermédiaires ont été validés, on peut avoir un objectif idéal final de l'abstinence totale au produit avec un maintien de l'abstinence sur le long terme et un patient du coup qui progressivement reprend le volant, reprend la voiture euh, et qui du coup voilà se traite au fur et à mesure de son syndrome de stress post-traumatique. Alors, ce qui est très important, bien évidemment, la dictologie, on le répète souvent, mais c'est vraiment la base de notre métier, c'est vraiment sécuriser les patients et prioriser tout d'abord la réduction des risques et des dommages. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une approche qui est sans jugement, qui permet de redonner du pouvoir et de l'autonomie aux usagers de drogue. Donc, on leur donne voilà, des tips, des informations pour qu'ils puissent consommer, mais qu'ils consomment à moindre risque. Ça, c'est pas une façon déguisée de renoncer aux soins ou à l'objectif d'abstinence, mais c'est quelque chose de très important à mettre en place parce qu'on sait que souvent, voire tout le temps, l'abstinence aux produits, elle prend énormément de temps, énormément d'années, et même en travaillant ça, même en visant ça, il faut que les patients, quand ils consomment à moindre risque, en tout cas qu'ils aient bien en tête la réduction des risques et des dommages. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut leur parler régulièrement et vérifier qu'ils appliquent bien ces mesures de RDR. Ça permet aux patients du coup de se protéger avant, pendant et après euh, les consommations, les pratiques. Et bien sûr, ça varie selon les pratiques addictives et les demandes et les objectifs des usagers. Donc, dans la pathologie duelle, de toute façon, c'est clair et ça a été prouvé, la réduction des risques et des dommages, elle permet de limiter les conséquences négatives euh, d'une part de la consommation, des pratiques addictives, euh, mais aussi de ces pratiques addictives sur la santé mentale. Donc là, voilà, j'ai refait une petite liste des ressources en addictologie que vous pouvez, euh, que vous pouvez trouver en fonction de l'endroit où vous habitez, mais c'était juste pour refaire un petit point, même si beaucoup
connaissent déjà ces structures, donc les CARUD, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogue. Du coup, là, on va permettre aux patients de pouvoir se fournir en matériel stérile. On va pouvoir leur parler de réduction des risques. C'est quelque chose qui est non médicalisé, hein, mais en tout cas, c'est un endroit où les patients peuvent venir parler de réduction des risques, se fournir en matériel aussi s'ils en ont besoin. On a les CGC qui sont les consultations de jeunes consommateurs, les XAPA qui sont les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, où là, du coup, on a une prise en charge qui est pluridisciplinaire avec des médecins, des psychologues, des infirmiers, des pères aidants. C'est les endroits où on peut mettre en place certains traitements stupéfiants. Je pense aux traitements substitutifs aux opiacés, la méthadone, etc. Donc, c'est des structures de soins avec plusieurs professionnels de santé pour prendre en charge de manière pluridisciplinaire les patients. Il y a aussi des assistants sociaux, voilà, père aidant, etc. Je vais parler de la père aidant juste en dessous, qui est aussi de plus en plus importante et qui a un impact et un intérêt majeur dans la prise en charge de nos patients. Il y a aussi du coup les consultations d'addictologie hospitalière et puis bien évidemment tous les acteurs de soins, les médecins traitants, les psychiatres, les addictologues en libéral, les hôpitaux le jour aussi, bien évidemment les services d'hospitalisation complète en addictologie, si voilà, à un moment donné c'est nécessaire de passer par une période de sevrage puis d'hospitalisation plus ou moins longue pour voilà, se débarrasser de la substance, la mettre à distance, se sevrer et ensuite travailler sur le craving, donc cette envie de consommer, travailler aussi sur la sortie, sur l'environnement, afin que les patients, quand ils sortent de ces structures, aient plus de facilité du coup à gérer ces envies de consommer et qu'ils puissent se protéger le plus possible du risque de reconsommer. Et bien évidemment, toutes les associations d'entraide, je n'ai pas fait de liste exhaustive, mais il y en a beaucoup, les narcotiques anonymes, les alcooliques anonymes, etc. Donc, si on conclut par rapport à cette thématique, donc l'addictologie et la psychiatrie sont deux spécialités qui ont des origines communes. Après, voilà, on part vraiment du principe maintenant que c'est deux spécialités qui ne sont en fait qu'une spécialité, hein, que l'addictologie est quand même une branche de la psychiatrie parce que on a, comme dit, des origines qui sont communes à, d'une part, les pathologies psychiatriques et d'autre part, les addictions, les troubles de l'usage. On sait que du coup que le rétablissement d'un patient qui présente une pathologie duelle doit nécessairement comporter une prise en charge combinée ou associée, c'est-à-dire soit une prise en charge d'une part par un psychiatre, d'autre part par un médecin addictologue, avec bien sûr communication entre les acteurs de soins pour faciliter et améliorer la prise en charge du patient, ou alors parfois aussi un médecin qui peut faire les deux. Il y a des médecins aussi qui s'occupent des pathologies psychiatriques et des troubles de l'usage associés. Et voilà, le rétablissement d'un patient passe par une écoute attentive, non jugeante, ainsi que la mise en place d'objectifs que ce dernier doit établir à l'aide de ses soignants. Et voilà, j'en remets une couche par rapport à la réduction des risques et des dommages, mais dans tous les cas, ça doit être une priorité, pas seulement pour les pathologies duelles, mais en addictologie en règle générale. Il faut vraiment parler de réduction des risques et des dommages de façon précoce dans les prises en charge de nos patients en addictologie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions par rapport à cette problématique ou par rapport à d'autres choses concernant la dictologie, la psychiatrie. Je me ferai une joie de vous répondre. Merci.